c'est pas très facile. C'est électrocardiogramme normal. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que c'est important parce que l'électrocardiogramme, ça fait vraiment partie de la vie de tous les jours des médecins. En même temps, vous allez voir, c'est pas très facile à comprendre. Il y a un certain nombre de petites subtilités qu'il faut que je vous donne. On a théoriquement 2 heures de cours, donc c'est long, donc on peut prendre notre temps, on peut y aller doucement, on peut revenir sur les choses qui sont pas claires. Il faut pas hésiter. Ceci dit, vous allez voir, c'est un petit peu aride et le cours sera en 2 parties. C'est comment on fait un électrocardiogramme, qu'est-ce que c'est que l'électrocardiogramme normal, qu'est-ce que ça mesure, et puis on fera une seconde partie sur les principales anomalies. Alors ça arrive un petit peu tôt dans votre cursus, vous les reverrez bien sûr en détail, mais ça vous donne une illustration claire de ce que peut avoir comme intérêt l'électrocardiogramme, qui est quand même quelque chose d'assez prodigieux, puisque vous verrez, ça fait un siècle qu'on s'en sert, et il n'a absolument pas eu sa place mangée par les autres examens, qui peuvent être l'échographie, tout ce que vous voulez, y compris l'IRM, mais l'électrocardiogramme reste de toute façon incontournable et donne des renseignements qu'on ne peut pas avoir avec les autres techniques, aussi sophistiquées soient-elles. Et en plus, vous le savez bien, c'est d'une mise en œuvre excessivement facile. Et bien entendu, toutes les consultations de cardiologie comprennent un électrocardiogramme. Et une bonne partie des médecins généralistes font aussi des électrocardiogrammes. Alors ceci dit, il ne faut pas rêver. Pour être bon dans le commentaire d'un électrocardiogramme, ça arrivera, je fais de la pub, à ceux qui passeront dans les services de cardiologie, parce qu'il y a qu'en en voyant beaucoup, en les voyant régulièrement, qu'on arrive à choper les petits moyens pour faire le diagnostic. Mais bon, même si vous n'êtes pas tous des spécialistes et capables de faire un diagnostic sur l'électrocardiogramme, c'est quand même important que vous ayez une idée de ce que ça peut apporter et au moins être capable de discuter avec le cardiologue si vous lui montrez un électrocardiogramme et comprendre ce qu'il va vous proposer comme diagnostic. Alors, électrocardiogramme normal, principales anomalies. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un électrocardiogramme? Quand on fait un électrocardiogramme, qu'est-ce qu'on enregistre? Eh bien, on va enregistrer la sommation de millions, on peut dire de milliards de potentiel d'action. Alors quand j'ai fait ce cours les autres années, j'avais pas mal développé cette partie, mais je sais que vous la faites en fait en physiologie, donc on va pas s'attarder dessus. Je vous mets juste quelques images qui peuvent vous rappeler des choses que vous connaissez bien et de vous faire comprendre l'électrocardiogramme. Vous savez que quand on met une microélectrode, une petite pipette très fine au bout, qu'on la plante dans une cellule, on va transpercer la membrane et on va enregistrer des différences de potentiel entre chaque côté de la membrane. Et vous savez qu'au fur et à mesure du cycle cardiaque, ces différences de potentiel vont s'inverser. C'est-à-dire, vous voyez ici, elles sont positives à l'extérieur, négatives à l'intérieur, et puis il va se passer pendant une partie du temps l'inverse au moment où se déroule ce potentiel d'action. Et si vous sommez ces milliards de potentiels d'action, qui est un petit courant électrique infinitésimal, si vous voulez, au niveau d'une cellule, vous allez avoir une activité électrique globale, qui est celle du cœur, activité spontanée, bien entendu, et vous allez pouvoir l'enregistrer. Donc un potentiel d'action, ça se passe comme ça, avec ce qu'on appelle la phase 0, qui est la montée très rapide. Il y a une phase 1 qui est la petite partie qui passe au-dessus du 0, là qu'on peut appeler l'overshoot aussi. Une phase 2 qui est le plateau. Une phase 3 qui est cette phase de repolarisation rapide. Et puis la phase 4 ici, qui est complètement horizontale quand la cellule n'est pas automatique et qui va monter là, comme ma flèche si la cellule est automatique, comme ça, de façon à engendrer un nouveau potentiel d'action. Donc ça, c'est le potentiel d'action de la cellule cardiaque, vous le savez, à l'inverse de la cellule musculaire, il est beaucoup plus large. Alors quand on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de ces potentiels d'action, il y a donc un certain nombre de courants qui se produisent, qui sont des courants transmembranaires. Vous retrouvez le jaune, c'est ma membrane. Et puis, comme vous voyez, on a figuré ici
un certain nombre de courants. Le jaune, c'est le sodium, c'est un courant entrant. C'est celui qui fait essentiellement la phase 0, la montrée très rapide. Et puis vous avez un autre courant entrant qui est le calcium, ici en violet, qui lui est responsable plutôt du plateau du potentiel d'action. Et puis à partir du début de la repolarisation, que ce soit la phase 3, la phase 4, repolarisation rapide ou lente, c'est essentiellement les canaux potassiques qui sont en jeu, qui eux vont être des canaux sortants. C'est-à-dire que là, le potassium sort. Et puis vous avez des systèmes de pompe qui sont figurés ici, qui vont être capables de récupérer le niveau de départ après que le potentiel d'action se soit déroulé. Bon, encore une fois, j'en ferai pas plus. Vous l'avez fait auparavant, c'est le potentiel d'action, l'activité électrique spontanée des cellules cardiaques. Vous savez qu'il y en a qui sont totalement spontanées, on va le revoir, c'est le tissu conducteur, hein, à partir du nœud sinusal, et puis il y en a d'autres où l'activation, elle est faite par les cellules voisines qui vont les entraîner, comme les cellules du muscle lui-même. Alors voilà comment ça se passe au niveau du tissu conducteur. La première structure qui s'active, c'est ici ce qui est figuré en 1, là, cette espèce de virgule, qui est donc le nœud sinusal. Ça aussi, vous l'avez vu, hein. Le nœud sinusal qui est situé dans l'oreillette droite, à la jonction auriculo-cave. Hein, la veine cave supérieure, elle est au-dessus. Ça, c'est l'oreillette. Après, l'activation va envahir les deux oreillettes sans qu'il y ait de voie préférentielle bien individualisée. C'est un espèce d'envahissement en nappe, c'est ce que figurent les différentes flèches ici. Et ça atteint cette structure-là, hein, qui est aussi là une grosse virgule cette fois-ci, qui est le nœud auriculo-ventriculaire. Vous savez peut-être qu'ils ont des noms, hein. Le premier, le nœud sinusal, c'est le nœud de Kess et Flack, du nom des Anglais qui l'ont décrit. Après, vous avez donc le nœud auriculo-ventriculaire qui est le nœud d'Aschoff-Tavara. Et puis, après le nœud auriculo-ventriculaire, comme vous le voyez, ça va envahir ici cette structure qui est le septum interventriculaire. Hein, vous avez reconnu les deux oreillettes, les deux ventricules. Donc le septum auriculo-ventriculaire, interventriculaire, pardon, qui porte en termes de tissu conductif un nom, c'est le tronc du faisceau de His. Hein, c'est la partie qui est là. Donc le début, c'est le nœud auriculo-ventriculaire, et puis ce qui descend en dessous, là, c'est le tronc du faisceau de His. Et ça va se diviser en branches, avec plusieurs branches. Une branche droite, qui est la 11, là, qui est à gauche, hein, puisqu'on regarde à gauche en rentrant, si vous voulez. Hein. Donc, la branche droite 11 ici, donc, qui est sur l'écran à gauche. Et ici en 12, la branche gauche, qui elle est en deux parties. Et vous verrez, ça a une importance parce que l'électrocardiogramme est capable de voir ça. Ce qu'on appelle les hémibranches. Hémibranche antérieure gauche et hémibranche postérieure gauche. Là, on les a fait l'une à côté de l'autre, mais en fait, il y en a une qui est plus en arrière et l'autre qui est plus en avant. Et puis après, ces ramifications, ça va dans les ventricules, dans la viande elle-même. Hein. C'est ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. Et ça vous explique que grâce à ce réseau, toutes les cellules de la masse cardiaque vont être activées progressivement par ce courant électrique qui naît donc tout seul, automatiquement, de cette structure en un qui est le nœud sinusal ou le nœud de Kess-Flack. D'accord? Je pense que tout ça, c'est pas compliqué à comprendre et c'est des rappels. Alors on arrive maintenant plus dans l'électrocardiogramme lui-même. Ce schéma vous refigure la même chose, le nœud sinusal, dans l'oreillette droite, l'activation des oreillettes, le nœud auriculo-ventriculaire, le tronc du faisceau de His, sous ma flèche, et puis les branches, avec la branche droite et les deux hémibranches gauche. Et ce que vous figure ce schéma, c'est empiler, mais empiler intelligemment, chronologiquement, les potentiels d'action des différentes structures. La première qui commence ici, en rouge là,
c'est le potentiel d'action du nœud sinusal. Alors vous le voyez, il n'est pas très ample. Il est un peu mousse, hein, le sommet n'est pas très pointu. Et puis, il a ce que je vous montrais tout à l'heure, cette phase de dépolarisation diastolique, c'est-à-dire ça monte progressivement, parce que c'est automatique, et hop, à partir de là, va arriver une autre cellule, un autre potentiel d'action, et un autre cycle cardiaque, et une autre excitation, contraction, etc. Et si vous regardez bien, si vous regardez le début du potentiel d'action sinusale, on peut le mettre ici. Si vous descendez la verticale, vous apercevez que ça commence très tôt, avant cette structure qui est ce qu'on appelle l'onde P. Hein, on va voir bien entendu à quoi elle correspond. Alors en dessous, vous avez un orange qui vient de l'oreillette, hein, une structure auriculaire. Là, la phase 4, là, elle est horizontale, il n'y a pas d'automatisme. La phase 0, elle est très verticale, ça monte. Il y a une petite pointe, là, un petit overshoot, un plateau, et puis une dépolarisation progressive, rapide, puis lente. Là, vous voyez, ça, c'est pas une cellule automatique, c'est une cellule qui va s'activer parce qu'elle est entraînée par celle qui est au-dessus, qui est la cellule sinusale. Après, en jaune, le troisième, vous voyez que ça ressemble presque, en un peu plus grand, au potentiel d'action du nœud sinusal. Ça, c'est du potentiel d'action du nœud auriculo-ventriculaire, le nœud d'Aschoff-Tavara. Il y a une phase 4, là, qui monte, automatique. La phase 0 est intermédiaire entre celle-là qui était franchement lente, celle-là qui était plus rapide. Voilà, ça, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. Et puis après, il y a un grand potentiel qui est celui-là, en beige, là, comment vous voyez, oui, beige. Avec une phase 4 qui est horizontale, une montée très très rapide, un plateau très très long, et ça correspond à l'activité du faisceau de His, des branches. Et en dessous, le bleu et le violet, vous voyez, c'est les branches, le tissu de Purkinje. Là, c'est plus très différent, c'est à peu près les mêmes. Et si vous regardez ce qui se passe en dessous, donc en sommant, si vous voulez, tous ces potentiels d'action, vous avez ce tracé qui est le tracé de l'électrocardiogramme qu'on enregistre en surface du thorax avec ces différents accidents. Donc là, bien entendu, il faut bien connaître. Le premier, cette petite onde mousse, là, c'est l'onde P. Et l'onde P, si vous voyez, dans mon schéma, elle correspond à quoi? Eh bien, elle correspond à l'activité auriculaire. Hein, c'est la dépolarisation de l'oreillette. Après, vous avez un tracé rectiligne, qui est ce qu'on appelle l'espace PR, mais je vous expliquerai en détail ce que ça veut dire. Après, vous avez cet accident qui est là négatif, positif, négatif, qu'on appelle le QRS, QRS. Je vous expliquerai la dénomination exacte. Ça, c'est la dépolarisation du ventricule, hein, toute la masse des deux ventricules. Après, vous avez quelque chose qui est de nouveau rectiligne, en principe, qui est l'espace, l'intervalle S, puisque la dernière onde, c'est l'onde S. T, ça, c'est l'onde T. Voilà, une onde mousse assez longue qui traduit la repolarisation des ventricules. Hein? Dépolarisation, c'est quand le front d'activation passe, quand le muscle se contracte. Et après, repolarisation, c'est quand le muscle se relaxe. Et puis, de temps en temps, vous voyez, il y a un petit accident derrière l'onde T, qui est celle-là, qu'on appelle l'ondue, qui peut se voir, c'est le sujet normal, qui n'est pas forcément pathologique, mais qui n'est pas constante non plus. Voilà donc l'explication de cette sommation de tous ces potentiels d'action qui vont vous faire le PQRST. Alors, autre façon de voir les choses, ce schéma, vous voyez, n'est pas très différent, c'est de vous montrer, pareil, le P, là, il n'y a pas d'onde Q. Vous allez voir, de temps en temps, ça existe, hein, donc il y a grand R, grand S, T, et on a figuré ici quelque chose de particulier
qui est l'électrocardiogramme, pardon, l'électrogramme, si vous voulez, endocavitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on monte des sondes, et on peut le faire assez facilement, dans les cavités cardiaques, vous allez avoir l'enregistrement d'activité électrique. Alors, c'est ce qui est figuré en orange ici. On enregistre cet accident-là, qui est assez ample, qu'on appelle l'onde A, A comme auriculaire, et qui, vous voyez, correspond à ce qu'on appelle l'onde P de l'électrocardiogramme. Après, on enregistre ici une grande activité polyphasique, comme vous voyez, positive, négative, positive, négative, positive et une petite négativité, qu'on appelle l'onde V. C'est l'activité électrique du ventricule. Hein, et ça se projette, bien entendu, pile au même endroit que le QRS de l'électrocardiogramme de surface. Et puis, si je vous montre ça, c'est pour vous montrer ce petit accident, là tout petit, qui est l'activité électrique du faisceau de His. On appelle ça l'onde H, comme His. Et ça, c'est une activité électrique qui est toute petite, très peu ample, et qu'on n'arrive pas à voir sur l'électrocardiogramme de surface. Ça a de l'importance, vous verrez à la fin du cours, parce que c'est là-dessus qu'on peut porter des diagnostics de bloc auriculo-ventriculaire, de décider s'il faut mettre un pacemaker au patient, etc. Donc c'est de grande importance. Donc ça, c'est l'électrocardiogramme endocavitaire en orange avec A, HV et la particularité qui est donc la présence de ce petit potentiel H que vous n'avez pas sur l'électrocardiogramme à la surface du thorax. Alors, l'électrocardiogramme, ça existe donc depuis un siècle, 1908 si ma mémoire est bonne. Ça a été découvert, proposé par un Hollandais qui s'appelait Einthoven, hein, que vous voyez là, E-I-N-T-H-O-V-E-N. Alors vous savez maintenant comment est un électrocardiogramme, hein. Les derniers qu'on a, c'est un petit boîtier grand comme un paquet de cigarettes, avec des fils pour brancher sur le malade, et à la limite, maintenant, vous pouvez mettre ça avec une clé USB et rentrer ça dans un ordinateur et vous avez un électrocardiogramme. Donc c'est gros comme vos petits magnétophones, même pas un paquet de cigarettes. Alors vous imaginez que ça n'a pas toujours été petit comme ça, et ça c'est la photographie de la première publication d'Einthoven, hein, l'électrocardiogramme. Donc vous voyez, c'est un peu différent, hein, il y a un peu de bazar, c'est un peu grand. Et puis vous savez que pour l'enregistrer, on met sur les électrodes à la surface de la peau une espèce de pâte à électrode qui est un truc conducteur, un gel conducteur. On peut mettre de l'eau salée, ça marche très bien. On peut mettre de l'alcool, même ça marche. Le tout, c'est d'avoir un liquide qui va conduire. Et donc le début de l'électrocardiogramme, vous voyez, cet homme, il a les mains, les pieds. Il n'a qu'un pied d'ailleurs, on en reparlera. Il a les deux mains et un pied dans des bassines d'eau salée, hein, pour arriver à enregistrer cet électrocardiogramme. Donc c'était une découverte quand même assez fabuleuse qui, je vous dis, un siècle après, ça c'est 1908, a toute son actualité, même si technologiquement ça se fait plus exactement de la même façon. Alors, comment ça se fait? On revient donc, non pas sur Terre, mais un siècle plus tard, et là ça devient un peu compliqué. Alors là j'ai besoin de votre attention, parce qu'il faut que vous accrochiez bien cette chose-là, et c'est pas très facile. Quand un certain nombre d'entre vous ont déjà eu des électrocardiogrammes, quand on fait un électrocardiogramme, on va mettre des électrodes aux 4 membres. Hein. En fait, vous avez vu la bassine de M. Einthoven, pour les jambes, on ne pourrait à la limite en mettre qu'une. Parce que ce qui va compter, c'est d'avoir ce triangle, qui s'appelle triangle Einthoven, si ma mémoire est bonne, avec des électrodes mises au bras ou à l'épaule, c'est pareil, hein. Gauche, la gauche c'est là, droite, c'est ici, et puis à la jambe gauche, et à partir de là, on va mesurer des différences de potentiel entre les deux points. Donc c'est ce qu'on appelle des dérivations bipolaires, hein, puisqu'il y a deux pôles. Donc vous voyez, la D1,
on va mesurer la différence de potentiel entre le bras gauche et le bras droit. Vous l'avez ici sur le triangle D1, donc c'est une dérivation, comme on dit, horizontale entre bras gauche, bras droit. Vous avez ici la dérivation D2, qui est figurée ici sur le triangle, qui est donc entre le bras droit et la jambe. En l'occurrence, la jambe gauche, mais comme je vous le dis, ça pourrait l'autre. Donc, bras droit, jambe. Donc, c'est cette dérivation V2. D2, pardon. Excusez-moi, lapsus. D, avec un D comme Denise. Hein. Et puis, la troisième, qui est la dérivation D3, c'est la différence de potentiel qu'il y a entre ici l'épaule gauche et la jambe. D'accord? Donc, ça vous fait déjà 3 dérivations. Vous allez voir un électrocardiogramme standard, c'est 12 dérivations. Donc je vais vous les décrire progressivement, et puis vous allez comprendre un peu pourquoi ça a été fait comme ça, de façon à explorer un petit peu toute la masse cardiaque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dérivations standards ou dérivations bipolaires des membres. C'est la même chose. Standard ou bipolaire. Après ça, je vous en mets 3 autres. Ah oui, il faut aller à 12. Hein, donc, Les 3 autres s'appellent AVR, AVL et AVF. Alors, si vous réfléchissez un petit peu, il y a le A partout. Le A, si on peut l'oublier, hein, on l'oublie souvent d'ailleurs, ça veut dire amplifié, amplified. Bon. Peu importe, ça veut dire que dans l'appareil électro, ce signal-là est amplifié, quoi, parce que c'est vraiment tout petit sinon. Et puis vous retrouvez le R, ça veut dire droit, right, le L, ça veut dire left, gauche, et le F, ça veut dire foot, pied. Hein. Donc ces dérivations, je vous les ai mis aussi sur un cercle, c'est AVR, AVL et AVF. Donc tout ça, vous voyez les flèches, c'est des vecteurs. Hein. Vous allez retourner à votre classe de... Quoi? Où est-ce qu'on fait les vecteurs? En 3e, en 4e, 6e? Eh ouais, ça rajeunit. Hein. Donc, ces vecteurs, vous voyez, ils vont du centre de ce cercle jusqu'au bras droit, VR, au bras gauche, VL, et au pied, VF. Ça, c'est les dérivations unipolaires des membres. Hein? Tout à l'heure, c'était bipolaire parce qu'on mesurait la différence de potentiel entre un membre et l'autre. Là, c'est unipolaire, c'est la différence de potentiel entre le cœur et le membre. Et puis, vous allez voir à la fin, ça doit être sur la diapo suivante, on peut superposer les deux. Je clique, voir si c'est ça. Non, pas tout à fait, c'est après. Donc, je vous ai montré 3 dérivations, les bipolaires des membres. Je vous ai montré 3 dérivations, les unipolaires des membres. On était à 6. Et après, il nous en faut 6 autres, au moins 6 autres, qui s'appellent les dérivations précordiales. Alors ça, c'est tout bêtement placer, coller une électrode, des électrodes, sur la surface du thorax. Et la place est parfaitement déterminée, il ne faut pas les foutre n'importe où, parce qu'après ce qu'on décrit comme anomalie, ça peut être complètement influencé par le fait que l'électrode n'est pas à la bonne place, hein, donc il faut faire attention. Donc il y a un certain nombre de critères pour être sûr qu'on est à la bonne place. Alors vous reconnaissez un thorax, vous reconnaissez un sternum, donc vous voyez il y a 2 dérivations, V1, V2, pardon, V, hein, comme Véronique, et ça s'appelle V. Donc V1, V2, qui sont sur le sternum, et puis vous voyez ensuite V3, V4, V5, V6, qui vont tourner progressivement sur le côté gauche du thorax, pour envelopper un peu toute la partie gauche du thorax, à partir de la définition de ce qu'on appelle des lignes, qui sont, celle-là elle n'est pas très difficile à trouver, la ligne médioclaviculaire gauche, c'est-à-dire vous prenez la clavicule, ça se sent bien hein, chez tout le monde, même les gros,
et vous arrivez à prendre la moitié et vous tracez cette ligne verticale et vous verrez, mais je vais vous le redonner après, que le V4 ici est sur cette ligne médio-claviculaire gauche. L'autre ligne, elle est un petit peu plus difficile à définir, c'est ce qu'on appelle la ligne axillaire antérieure. Hein. C'est la moitié du creux axillaire. Hein, le dessous de bras, mettez à peu près au milieu, c'est plus difficile à définir. En fait, comme vous le voyez, hein, ça tourne progressivement avec des électrodes qui sont à peu près à égale distance les unes des autres. Alors, on voit ça en détail. Pas d'affolement, on va y aller doucement. Puis je vous l'ai déjà dit en plus. Hein. C'est à peu près la seule diapo de texte, hein, ce que vous verrez de tout ce que je vais vous présenter. C'est donc cette définition exacte que vous avez vue sur le schéma. Donc V1, qu'est-ce que c'est que V1? C'est quatrième espace intercostal droit. Ça aussi, c'est facile à compter. Il faut enfoncer un petit peu les doigts. Vous avez la clavicule, et puis après, vous avez la première côte. Donc, vous comptez les espaces intercostaux, 1, 2, 3, 4. Et V1, c'est quatrième espace intercostal droit au bord du sternum. Je ne sais pas si je peux arriver à reculer. Voilà. Hein. Vous voyez là, c'est plus parlant. 1, 2, 3, 4. Quatrième espace intercostal droit au bord du sternum. Ensuite, vous avez V2, c'est l'équivalent de l'autre côté. Quatrième espace intercostal gauche au bord du sternum. Retour en arrière. Voilà, vous voyez, elle est en face. 1, 2, 3, 4. Quatrième espace intercostal gauche au bord du sternum. V3, elle est définie par défaut. Donc on passe à V4 d'abord. Je vous l'ai déjà montré. V4, c'est cinquième espace intercostal gauche, donc 1 en dessous, sur la ligne médio-claviculaire. Je recule. Vous voyez V4. Vous n'êtes plus dans cet espace-là qui était le quatrième. Vous êtes un espace en dessous. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Sur la ligne médio-claviculaire. D'accord ? Et avec ça, on définit le V3 comme étant à mi-distance entre V2 et V4. On repart en arrière. V1, c'est quatrième bord gauche du sternum. V2, quatrième bord droit du sternum. V4, cinquième espace sur la ligne médio-claviculaire. Et V3, vous le mettez à mi-chemin entre les deux. D'accord? Donc c'est précis. Hein? Et trop souvent, on voit les gens foutre ça comme ça sans trop regarder. Il faut au moins regarder la clavicule et la ligne médio-claviculaire. V5. Là, la fin, c'est un peu plus dur. Mais bon, on vous accordera un petit peu de variation. La définition théorique, c'est celle qui est là. C'est intersection de la même ligne horizontale, c'est-à-dire la ligne qui passe dans le cinquième espace intercostal gauche, avec la ligne axillaire antérieure. Et V6 avec la ligne axillaire moyenne. Alors je vous dis, moi je trouve ces définitions de ligne axillaire antérieure, moyenne, il y a même une postérieure, hein, c'est difficile. Disons, on prend le creux axillaire et puis on coupe en 3, une ligne moyenne et puis un tiers, un tiers, un tiers. Enfin bon, l'essentiel c'est quand même de bien partir sur V1, V2, V4, bon le V3 vous le mettez au milieu, puis après vous continuez dans le cinquième espace en tournant à peu près à égale distance et puis vous avez ce qu'il faut. Ok, donc oui, c'est pas compliqué. Hein. Le schéma, V1, V2 bien défini, V4 bien défini, V3 entre les deux, et puis vous tournez V5, V6 sur la même horizontale, disons. Alors ce qui est marqué en dessous, c'est pour dire qu'on peut faire de temps en temps d'autres dérivations. Hein. C'est tout à fait envisageable. C'est pour explorer des choses particulières. On peut faire un V7 qui est, on continue et on arrive à ce qu'on appelle la ligne axillaire postérieure, toujours dans le cinquième. On peut faire un V8 qui est encore plus loin, et là vous retrouvez, comme vous voyez dans le texte, à la pointe de l'omoplate.
V9 même au rachis. Bon, c'est exceptionnel qu'on fasse ça. On peut faire de temps en temps ce qu'on appelle V3R, V4R, qui sont les mêmes choses que V3 et V4, mais à droite, au lieu d'être à gauche. Ça explore plus le ventricule droit. Et puis on peut faire VE épigastrique à la xiphoïde. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça nous arrive aussi, c'est plus récent, c'est pour l'exploration d'un syndrome particulier qui s'appelle le syndrome de Brugada, de faire V1, V2, un espace plus haut, un espace plus bas. Aussi, parce que de temps en temps, les aspects ne sont pas les mêmes. Bon, enfin, il ne faut pas que je vous complique trop l'esprit. On a bien défini ce que sont les dérivations normales. D'accord? Alors, on avance. Alors voilà, ça c'est pour vous figurer un petit peu ce que les précordiales, hein, les V, vont explorer en vous montrant quelle est leur position par rapport au cœur. Vous voyez que le cœur, quand il a un axe normal, un cœur normal, est fait comme ça. Et vous avez ici devant le ventricule droit. Donc le ventricule droit, il va être bien exploré par les dérivations V1, V2. Hein, parce que vous voyez, elles sont juste devant. Le ventricule gauche, par contre, est mieux exploré par V5, V6, disons V4, V5, V6, puis V3 est un petit peu intermédiaire. Ça, c'est facile à comprendre. Alors, un petit peu plus difficile. C'est ce qu'on appelle le calcul de l'axe du cœur. J'ai essayé de vous montrer depuis le début qu'un électrocardiogramme, c'est l'activité électrique de milliards de cellules cardiaques. Et cette activation, elle commence au nœud sinusal, elle va au nœud auriculo-ventriculaire, elle va dans les branches. Donc tout ça, elle se déroule selon un axe particulier. Hein. Vous avez vu sur le schéma, ça commence plutôt en haut à droite et ça finit plutôt en bas à gauche, hein, quand on a un cœur normalement placé. Et on va donc calculer l'axe du cœur, qui va donner une idée de la position elle-même du cœur, mais pratiquement tout le monde a la même position. Sauf des cas exceptionnels de maladies congénitales où on peut avoir une dextrocardie, hein, le cœur à droite, ça existe, mais c'est exceptionnel. Et par contre, ce qui peut arriver, c'est selon l'état du muscle cardiaque, l'axe ne va pas être exactement au même endroit. Je m'explique, si vous avez un malade qui a ce qu'on appelle une hypertrophie ventriculaire gauche, un énorme ventricule gauche, l'axe il va avoir tendance à aller plutôt à gauche. Parce que tout ça, cet axe, c'est de la sommation de tous ces millions d'activités qui sont des vecteurs, hein, c'est les forces électriques, si vous voulez, hein, les vecteurs de votre secondaire. Je ne redis plus l'année, je ne sais pas. Et donc, c'est très intéressant de calculer cet axe parce que c'est comme ça qu'on peut avoir le diagnostic de certaines maladies. Je vous dis, les hypertrophies, c'est trop gros, donc ça va plus dans un sens. Mais même les nécroses, hein, quand on fait un infarctus, qu'il y a un trou électrique, l'activité électrique, elle va plus passer dans le trou puisqu'il n'y a plus de cellules vivantes. Elle va faire le détour et on arrive, en regardant l'axe, à avoir une idée de ce genre de diagnostic. Alors, pour calculer l'axe, il faut que vous preniez en compte toutes les dérivations, les 6 premières que je vous ai décrites, qui ne sont pas les dérivations précordiales, hein, mais les bipolaires et les unipolaires. Et là, je n'ai fait que remettre ensemble les 6 premières. Et vous allez retrouver mon D1, c'est horizontal, hein, c'est les 2 bras, et c'est là qu'on considère comme étant le 0. Si vous aviez un axe du cœur comme ça, complètement parallèle à D1, c'est un axe à 0. La dérivation D2, c'est à plus 60. Hein, ceux qui font du bateau, vous voyez, on est à peu près comme dans sur un compas. Sauf que dans le compas, le nord, c'est 360 degrés. Donc 0 ici à l'horizontale. Ici, on est à 60 degrés. Ici, on est à 90 degrés. Si, le sud, c'est 90, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ici, 60 degrés, c'est la dérivation D2. Hein. Dans mon triangle, il y avait une flèche comme ça allait de haut en bas, D2. Vous l'écrivez, ce schéma, puis après, on réfléchira sur des exemples, sur ce que ça veut dire. Essayez pas, pour l'instant, d'en faire plus.
En bas, 90, c'est VF, c'est le pied. Hein. Alors dedans, vous retrouvez les trois bipolaires, hein, D1, D2, D3, et puis les trois unipolaires, VL, VR et VF. Alors je continue à tourner. 0, D1, D2 plus 60, VF plus 90. Ici, vous avez D3 plus 120. Et puis en haut, vous avez AVR, donc droite. Et tout ce qui est au-dessus de l'horizontale, c'est considéré comme négatif. Vous voyez là, j'ai mis des plus 60, plus 90, plus 120. Les négatifs ici, c'est AVL, moins 30. En haut, c'est moins 90. Et ici, si je ne me trompe pas, ça doit être moins combien, pour ceux qui suivent 150, gagné. Hein, puisque là, il y a 30 degrés. Là, il y a 60 degrés. Donc 9 et 6, 15, moins 150. Et là, ça referait moins 180 et on est à 0. Bon, vous avez bien noté ce schéma? Alors, à partir de là, c'est grâce à ça qu'on peut calculer l'axe électrique du cœur. Mais je vais vous dire tout de suite, vous n'allez pas vous emmerder. Et il y a un moyen excessivement simple pour savoir s'il est normal. C'est pas forcément le calculer, mais de regarder si le D1 que vous voyez ici et le VF qui est ici, sur le QRS, je vais vous le montrer, est positif. Parce qu'un axe normal, c'est situé entre 0 et 90 degrés. C'est dans cette zone-là. Donc si vous voulez aller très vite sans calculer l'axe, un moyen simple, c'est de regarder comment sont D1 et VF. Je vais vous en montrer. Hein. Et si D1 et VF sont positifs en matière de QRS, s'ils sont positifs, c'est que l'axe est normal. Donc c'est fini. À la limite, on n'a pas besoin de le calculer. On sait que c'est un axe normal, ce qui élimine un certain nombre de pathologies. Après, si on veut raffiner, vous allez voir, il y a moyen de le calculer et je vais vous montrer par quelle méthode. Alors maintenant, on reviendra sur l'axe un peu après, à propos des anomalies et des pathologies. Quelques mots, alors là, hyper classique et bien entendu à savoir, ça y compris si vous n'êtes pas cardiologue, hein, c'est la définition des intervalles et de leur valeur normale. Donc vous retrouvez, et c'est marqué dessus, P, Q, R, S, T, et de temps en temps l'ondu. L'onde P, elle est toujours là, c'est l'oreillette, hein, l'activité des oreillettes. L'onde Q, ça appartient au QRS, c'est la dépolarisation des ventricules, et on appelle onde Q la première négativité. C'est ce que vous voyez ici, vous voyez. Positif, négatif, c'est par rapport à la ligne isoélectrique, hein, horizontale. Donc si c'est négatif, c'est ce qu'on appelle l'onde Q. Si elle est petite, on met un petit Q. Si elle est grande, on met un grand Q. L'onde R, ici, c'est la positivité. Ouais, là, elle est grande, on lui a mis un grand R. Si elle était toute petite, on pourrait mettre un petit R. Ensuite, l'onde S, c'est la négativité qui suit la positivité. C'est comme ça qu'on l'a défini. Hein. Là aussi, petite ou grande. Donc là, l'aspect de votre QRS, c'est l'aspect le plus classique dans la majorité des dérivations. C'est petit q, grand R, petit s. Et puis après, vous avez l'onde T, qui est cette grande onde mousse, qui est la repolarisation. Et de temps en temps, une onde U. Alors, les valeurs à connaître. La durée de l'onde P. La durée de l'onde P, c'est de 8 à 12 centièmes maximum. Vous voyez, ici, on vous a mis en moyenne 10. Si l'onde P est trop longue, ça peut vouloir dire quelque chose. L'espace PR, ça c'est important, très important même. Ça se mesure du début de l'onde P au début du QRS. Donc on l'appelle PR, mais on pourrait l'appeler PQ aussi quand il y a une onde Q. Du début de P au début de QRS. Espace PR.
Les valeurs normales, c'est de 12 à 21 centièmes, maximum. Là, on vous en a mis un moyen qui est 16 centièmes. Donc 12, 21. Il y a des cas pathologiques où c'est moins de 12, il y a des cas pathologiques où c'est plus de 21, on va les voir. La durée du QRS, c'est aussi quelque chose d'important. Là, on vous a figuré 8 centièmes. Bon, en tout cas, il ne faut pas que ça dépasse 10, 12 centièmes. Au-delà de 12 centièmes, c'est anormal. C'est les blocs de branche, on en parlera. D'accord? Et puis le dernier espace important, c'est ce qu'on appelle l'espace QT. Il est mesuré, vous le voyez là, du début du QRS à la fin de l'onde T. Fin de l'onde T qui n'est pas toujours facile à marquer, parce que, vous le voyez un peu déjà là, de temps en temps c'est un peu mousse, hein, ça ne raccorde pas très brutalement avec la ligne isoélectrique, comme on l'appelle, la ligne horizontale, donc ça peut être parfois difficile. Là, on vous a mis une valeur moyenne, 37 centièmes ou 370 millisecondes. Disons qu'il ne faut pas que ça dépasse 450, 460 millisecondes. Et c'est interprété en fonction de la fréquence cardiaque. Parce que plus la fréquence cardiaque va être lente, plus votre espace QT va être long. Donc il faut tenir compte de ça. Vous avez peut-être vu, vous verrez, on a des petites règles à électrocardiogramme dans notre poche qui nous calculent automatiquement la durée que devrait faire cet espace QT en fonction de la fréquence cardiaque. Et ça peut donner des indications importantes aussi sur un certain nombre d'anomalies. Alors maintenant, mais je vous en ai déjà un peu parlé, mais ça va vous mettre les idées bien en place. Quels sont les aspects qu'on peut voir du complexe QRS? Le complexe QRS, c'est le ventricule. Hein, je vous ai dit, l'onde P, c'est l'oreillette. Le QRS, c'est le ventricule. La dépolarisation ventriculaire. Ou si vous voulez faire plus simple, si vous voyez la contraction ventriculaire. Alors l'aspect habituel, c'est ça. C'est petit q, grand R, petit s. Mais on peut avoir d'autres aspects, et tout est listé là-dessus. On peut avoir QR, grand Q, grand R. Hein, vous voyez, une grande onde Q, une grande onde R. Elle n'est pas listée, mais on pourra la mettre aussi petit Q, grand R, c'est possible aussi. Hein. Après, il y a grand R, grand S. Grand R, c'est parce que il y a une première positivité, il n'y a pas de négativité, donc on l'appelle R, et la négativité qui suit l'onde R, c'est S. Donc grand R, grand S. Mais j'aurais pu vous faire aussi petit r, grand S. Hein, ou grand R, petit s. Après, au milieu, là, il y a un aspect important qui est une négativité exclusive. Et ça s'appelle un aspect QS. C'est important parce que ça a l'air de rien, mais ça signe, par exemple, un infarctus. Hein. Un aspect QS, ça peut être la traduction d'un infarctus. Pas récent, en général. Après, j'ai cet aspect ici, qui est qu'une onde R, hein, donc ça s'appelle R, et on appelle ça souvent aspect R exclusif, s'il n'y a pas d'autre chose. On verra aussi que ça peut avoir une signification dans certaines dérivations. Ici, vous voyez un autre cas de figure, grand Q, grand R, petit s. Ces deux-là ont de l'importance parce qu'ils traduisent aussi quelque chose qu'on va voir dans les blocs de branches. C'est aspect petit r, grand S, et vous voyez, il y a encore une positivité après. Donc on l'appelle R'. Donc c'est un aspect R, S, R'. Ça, c'est plus rare, si on veut, on peut l'oublier. C'est petit r, grand S, R', et il y a encore une onde S. Donc on l'appelle S seconde, mais celui-là, si vous voulez, on l'oublie. Mais celui-là, RSR', ça c'est important, ça traduit les blocs de branche droit, on le reverra tout à l'heure. Quand il y a une onde R supplémentaire, on l'appelle R'. Alors, on revient à l'axe de QRS, comme je vous ai dit.
Je vous ai dit qu'un moyen de se débarrasser de la chose, mais moi, il ne me scandalise pas, c'est de ne pas le calculer, de regarder si D1 et VF sont positifs. Si D1 et VF sont positifs, c'est là que c'est normal. Il est entre 0 et 90. Mais on peut raffiner quand même pour essayer d'avoir une valeur exacte. Et un bon cardiologue qui fait un commentaire d'électrocardiogramme, il va vous donner la valeur exacte de l'axe de QRS. Là, c'est deux moyens qui sont proposés pour le calculer, donc ce vecteur moyen, et c'est de considérer que l'axe de QRS est perpendiculaire à la dérivation nulle. Qu'est-ce que ça veut dire la dérivation nulle? Ça veut dire la dérivation où il y a autant de positivité que de négativité. Et vous le voyez ici, vous avez un D1 comme ça, donc si on le commente, on va l'appeler, oh, il y a une micro-onde Q, hein, petit q, grand R, petit s. En D2, vous avez aussi un micro-q, grand R, petit s. Et puis en D3, vous avez un RS, et vous voyez bien, l'onde R est de la même amplitude que l'onde S. Donc ça, c'est, si vous faites la somme de ça, ça fait 0. Il y en a autant au-dessus qu'en dessous. Et donc, comme ça fait 0, vous pouvez vous dire, eh bien, l'axe, il va être perpendiculaire à cette dérivation. Cette dérivation, c'est D3. D3, vous la voyez, c'est ici, c'est plus 120. Et si vous faites la perpendiculaire, bah, vous tombez là-dessus, c'est plus 30. Donc là, l'axe de QRS, il est à plus 30. Parce qu'il est perpendiculaire à D3. L'autre façon, ça revient au même aussi, c'est de dire, on ne va pas regarder là où il y a autant de positivité que de négativité, on va regarder là où c'est le plus positif. Donc c'est la deuxième proposition. L'axe de QRS a la direction de la dérivation la plus voltée. Ici, la plus voltée, vous serez d'accord avec moi, c'est quoi? Entre D1, D2 et D3? C'est D2. Et donc si c'est D2, ben, ça veut dire que l'axe, il est à peu près dans la même direction que D2. Et donc, vous voyez, on le met ici. Et donc, ça vous fait un axe à plus 60. D'accord? Donc, première chose, D1 VF positif, c'est un axe normal, entre 0 et 90 degrés. Et puis, si vous voulez raffiner, où est-ce que c'est autant de plus que de moins, ça va être perpendiculaire à ça, ou où est-ce que c'est le plus grand, et ça va être parallèle, ou le plus parallèle possible, à ça. D'accord? Donc ça fait un peu ésotérique, hein, tout ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Et on vous demande pas de le calculer, mais que vous ayez une idée de ce que ça veut dire quand les gens discutent en disant il y a un axe de QRS dévié à gauche, etc. Alors maintenant, je vous montre des exemples d'axes anormaux. Je vous ai dit, si D1 et VF sont positifs, D1 ici, le VF il est vertical, là il n'est pas figuré, donc un axe normal c'est tout ce cadran là, entre 0 et 90 degrés. Et puis après, on peut parler d'axe dévié à droite ou d'axe dévié à gauche. Les axes déviés à droite, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont au-delà de 90 degrés. 90 degrés, c'est la verticale. Vous voyez, celui-là, il est au-delà, il est à 100 degrés. Donc une rotation axiale droite, ça peut vouloir dire qu'il y a un gros ventricule droit, qu'il y a un bloc de branche droite, etc. Ça, c'est à l'inverse un axe dévié à gauche. Encore une fois, axe normal, vous avez une positivité en D1, une positivité ici en VF. Et puis, le D3, par exemple, ici, il est franchement négatif. Donc, ça veut dire que la projection de votre vecteur moyen, il ne va pas être entre le 0 et ça, il va être à moins au-dessus. Donc ça, c'est un axe gauche qui est ici calculé à moins 20. Donc les axes gauches, c'est ceux qui sont au-dessus de 0, hein, enfin au-dessus de l'horizontale, et on les code en moins. Hein, si c'était juste au-dessus, ça ferait moins 10, moins 20, moins 30, on monte, etc. Comme ça. À l'inverse, les axes droits, c'est au-delà du plus 90, ça va par ici, plus 100, plus 110, plus 120, plus 130, etc. D'accord? Et puis par ici, comme dans les assemblées politiques, les extrêmes finissent par se rejoindre. Hein.
Parce qu'un axe hyper droit, ça devient aussi un axe hyper gauche. Ah bah oui. Alors, je vous donne des exemples maintenant avec des vrais électrocardiogrammes, hein, non plus des schémas et des dessins. Donc, vous voyez ici, le D1, il est positif, le D2, il est positif. Il faut compter toutes les ondes, hein. Donc, il y a une onde R, une petite onde S. Et puis, le D3, il est un tout petit peu plus négatif que positif. En théorie, ce qu'il faudrait compter, c'est pas seulement l'amplitude, mais la surface, c'est-à-dire les petits carrés qu'il y a à l'intérieur des ondes. Bon, enfin, je ne vais pas vous compliquer la vie. Donc là, c'est un axe qui est très légèrement gauche quand même, puisque le D3 est négatif. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on diagnostique, on passe à la pathologie. Je crois que je vous en ai assez dit sur l'électronormal, avec cette difficulté de calcul des axes. Mais encore une fois, il ne faut pas vous mettre martel en tête, c'est pas si compliqué que ça. Donc on va passer dans la dernière partie aux principales anomalies. Alors c'est de la sémiologie aussi, mais ça va un petit peu plus loin. Prenez votre souffle. Moi surtout. Alors, avec des mots qu'il faut que vous ayez entendus. Le premier mot, c'est hypertrophie. C'est ce que j'ai écrit là. Qu'est-ce que c'est que les hypertrophies? Alors, attendons-nous bien, c'est des diagnostics électriques, hein. Donc, ça peut correspondre à une vraie hypertrophie anatomique, mais de temps en temps, c'est juste un aspect électrique. Alors, les hypertrophies auriculaires gauches, par quoi ça se manifeste? Ça se manifeste par des ondes P allongées. L'hypertrophie auriculaire droite, au lieu que l'onde P soit allongée, elle est plus ample, plus grande, si vous voulez. L'hypertrophie ventriculaire gauche, par quoi ça se manifeste? Essentiellement par un axe de QRS dévié à gauche. Pour ça que ça a de l'importance que j'essaie de vous montrer ces histoires d'axes. Et puis aussi ce qu'on appelle un indice de Sokolov, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, élevé. Élevé, c'est plus de 45 mm. Sokolov, c'est un monsieur du temps où on passait beaucoup de temps à décrire les anomalies de l'électrocardiogramme, qui a décrit cet index, qui est simple, hein. C'est SV1 plus RV5, c'est-à-dire c'est l'amplitude de l'onde S en V1 plus l'amplitude de l'onde R en V5. SV1 plus RV5, vous calculez ça, c'est pas difficile. Et si c'est supérieur à 45 mm, c'est anormal. Ça traduit une hypertrophie ventriculaire gauche. Après, vous avez l'hypertrophie ventriculaire droite. Pour faire simple, ça se manifeste essentiellement par une rotation axiale droite de l'axe de QRS. Donc. Après, vous avez ce qu'on appelle les ischémies. Alors, vous savez que l'ischémie, sur le plan anatomique, c'est quoi? C'est un vaisseau qui se bouche et un tissu qui va souffrir en dessous parce qu'il n'est pas bien vascularisé. Mais sur le plan électrocardiographique, par quoi ça se traduit? Ça se traduit essentiellement par la présence d'ondes T négatives. Après, vous avez ce qu'on appelle les courants de lésion. Les courants de lésion, ça se traduit par des sus ou des sous-décalages du segment ST. Hein, je vous ai montré sur l'électrocardiogramme, normalement PQRST, entre S et T, c'est horizontal. Hein, et de temps en temps, c'est perturbé, c'est-à-dire ça va être en dessous de l'horizontale, c'est ce qu'on appelle un sous-décalage, mais je vais vous en montrer, ou au-dessus de l'horizontale, c'est ce qu'on appelle un sus-décalage. Ensuite, il y a le diagnostic de nécrose. Nécrose, c'est ce que c'est, hein, c'est une artère qui se bouche, infarctus du myocarde, nécrose myocardique. Après, le tissu meurt, ça fait une cicatrice fibreuse. Et sur l'électrocardiogramme, ça se voit, ces aspects de nécrose. C'est la présence d'une onde Q
Donc je vous rappelle, onde Q, c'est la première négativité d'une onde Q supérieure à 4 centièmes de seconde. 4 centièmes de seconde, c'est facile à avoir dans l'œil. C'est un petit carreau à la vitesse de déroulement du papier. Je ne vous l'ai pas dit, on peut le mettre, c'est important. La vitesse de déroulement des électrocardiogrammes standardisés, c'est 25 mm par seconde. Donc un petit carreau sur le papier millimétré, ça va vous faire 4 centièmes de seconde, 0,04. Et ces ondes Q de nécrose, elles doivent faire au moins 4 centièmes. Et l'autre aspect, je vous en ai montré un, c'est ce qu'on appelle l'aspect QS. Et l'aspect QS, c'est une négativité exclusive. Il n'y a plus rien de positif. Voilà, donc vous avez vu les hypertrophies, c'est quand il y a des maladies des valves, par exemple, qui fait que le cœur va plus grossir dans une partie ou une autre. Vous avez ischémie, lésion, nécrose, tout ça, c'est les pathologies des coronaires, quand les coronaires se bouchent. Et puis, dernière chose à vous noter, mais on verra des exemples, il y a les péricardites. Péricardite, c'est inflammation ou présence de liquide des feuillets du péricarde, qui est l'enveloppe séreuse qui est autour du cœur. Comment on diagnostique... Chut, ça devient dur, mais vous êtes bien nombreux. Comment on diagnostique une péricardite? C'est habituellement un aplatissement ou une inversion des ondes T. Et le dernier mot, il est important, c'est de façon diffuse. Et là, vous avez une idée de la façon dont on interprète les électrocardiogrammes. C'est que je vous ai montré les dérivations, à quoi ils correspondent. Donc si vous avez par exemple un infarctus du ventricule gauche, vous verrez ça bien sur V5, V6. Par contre, si vous avez des anomalies qui se voient partout, ça veut dire que ça peut être du péricarde, puisque le péricarde, il enveloppe le cœur de partout. Donc quand l'anomalie est partout, ça donne une idée du fait que ça puisse être péricardique. Donc péricardite, c'est aplatissement ou inversion des ondes T pardon, de façon diffuse. Alors on voit des exemples maintenant de ce que peuvent être ces anomalies. L'onde P normale, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est à peu près 10 centièmes de seconde. Et ce que figure ce schéma, c'est assez intéressant, c'est le fait que l'onde P que vous voyez, c'est la sommation de la dépolarisation des deux oreillettes. Normalement, une oreillette se dépolarise avant l'autre. Laquelle commence, à votre avis? La droite. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a le nœud sinusal dedans. Donc le tout premier, c'est le nœud sinusal. Donc il se décharge, il dépolarise l'oreillette droite, et puis après, il y a l'oreillette gauche. Donc vous voyez, le schéma, c'est ça. L'onde P que vous voyez sur l'électro, c'est celle qui est en bleu. Et en fait, il y a la rose d'abord, qui est la droite, suivie de la orange, qui est la gauche. Alors, je vous l'ai montré. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai ça? Oui, si, c'est vrai. Ouais, voilà, ça me revient. Je l'ai changé, il y avait une erreur sur ce schéma. Mais là, c'est bon. Donc, quand vous avez une hypertrophie auriculaire droite, je vous l'ai dit, c'est essentiellement une augmentation de l'amplitude. Quand vous avez une hypertrophie auriculaire gauche, comme la gauche, elle se dépolarise, elle met plus de temps puisqu'elle est plus grosse, ça va vous faire une espèce d'onde P à double bosse, et ça vous fait une augmentation de la durée de l'onde P, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Vous voulez faire une pause de 5 minutes ou pas? Mais j'ai peur. Ouais? Ouais? Bon, on a le temps, on ne dépassera pas. Parce que je sens la tension qui baisse. Alors je veux bien la pause, mais vous augmentez la tension après. Allez, 5 minutes.
à l'heure, vous avez parlé de vous avez fait un schéma, donc un vrai ECG avec un D3 qui était un peu négatif et vous avez dit qu'il y avait une déviation un peu. Comment est-ce qu'on l'a Si je fais mon fameux triaxe, vous allez avoir ça. Et ça. Je m'explique, ça c'est D1. Ouais. Ça c'est VF. Okay. Ici c'est V. C'est la même question. Ça c'est VF. Et ici vous avez D2. Et ici vous avez D3. D'accord? Si c'est positif en D1 et c'est positif en VF, ça va faire un axe qui est ici. D'accord? Par contre, là, vous avez un DL qui était négatif. Si le DL était un D3, pardon, était négatif, si le D3 était positif, ça vous ferait un axe qui serait dans ce cadre-là. Si le D3 est négatif, c'est que ça ne peut être que par là. D'accord? Ça, on a compris. Hein. Positif, c'est entre là et là. Négatif, c'est au-delà de ça. Mais le D3 il sera où dans ce cas-là? En fait, la ligne, elle peut se prolonger dans l'autre. La ligne, elle peut se prolonger dans l'autre sens. Hein. Et le négatif, c'est ça, c'est sur la ligne pointillée. D'accord? Quel temps on peut le refaire? On va prendre un autre exemple. Hein. On va prendre que D1 et VF. D1, VF. Si vous avez un VF, Ça, c'est de l'orthonormalité. encore une fois, qui est positif, un D1 positif, c'est là, c'est normal. Si vous avez un VF négatif, c'est que ça ne peut être qu'au-dessus du 0. D'accord? Je vais le mettre en pointillé ici. Si vous avez un D1 négatif, ça peut être qu'au-delà du 0. Voilà. Donc si vous aviez un D1 et un VF négatif, ça ferait un axe là. Oui, d'accord, oui, d'accord. Hein? Avec un, vous ne pouvez pas dire. Hein? Mais avec deux, déjà, vous pouvez dire. D'accord? Voilà. Donc c'est... Voilà. Je me suis peut-être pas bien exprimé, mais là, vous avez compris. Là, vous avez compris. En général, ça va être comme ça. Parce que tu continues de regarder deux axes, mais regarder deux. Parce que En fait, on n'a pas bien compris les dérivations. Ouais, tout ce que Non, c'est pas la même question exactement. Oh, si, allez-y. Non, mais bah, on sait pas à quoi ça correspond. Nous, mais on avait que, on en mettait que trois, puisqu'on faisait bras droit, bras gauche, les deux jambes qu'elle arrivait. Alors là, on a l'impression que ça se répète celui-là et celui-là. Oui, mais ça permet d'être plus précis. Quoi. Mais où est-ce qu'on va les placer, ces électrodes, s'il y en a six? Eh bien, je vous l'ai dit, hein, c'est pas dur. Épaule gauche, épaule droite, jambes, mais les trois autres, là, c'est... Mais c'est pareil, c'est pas épaule, c'est bras. Hein, le Oui, schéma, bras, mais c'est bras. oui. Et ben ça, c'est bras. Hein, ça, c'est des bras. Ça, c'est des bras, ça, c'est un pied. On va pas en mettre deux à côté. Non, mais c'est la même. C'est la même. Et voilà. Ah, mais voilà. C'est la même qui fait la même chose. Mais celle-là, c'est une différence de potentiel entre les deux bras, entre les deux bornes, si vous voulez, hein, Par rapport au centre. et l'autre par rapport au centre. Ah, mais c'est la machine qui fait Mais ça. c'est la machine qui fait ça.
Bien, on reprend. Bien, si vous voulez vous réinstaller, on redémarre. Alors juste avant de redémarrer, une question qui m'a été posée en aparté, mais c'est bien qu'on le dise pour ceux qui ne l'avaient pas bien compris comme ça, si je ne l'avais pas bien fait sentir comme ça. Dans les dérivations, hein, je vous ai mis 3, D1, D2, D3, les bipolaires des membres, ça vous fait le triangle. Et puis VR, VL, VF, ça vous fait les 3 branches à partir du centre. Mais tout ça, il n'y a pas besoin de mettre d'autres électrodes. Hein, c'est les mêmes qui vous enregistrent ça. Hein, c'est-à-dire D1, vous avez bras gauche, bras droit. Ben, en même temps, ces électrodes que vous mettez au bras gauche et au bras droit, dans la machine, ils vont vous donner le VR et le VL. Hein. Mais la seule chose, c'est qu'il y en a un, c'est entre les deux membres, hein, et puis les autres, c'est D1 par exemple, D2, D3, et puis VR, VL, VF, c'est entre le centre, le cœur et le membre. Mais c'est la même électrode, on n'en met pas deux, hein, on n'en met qu'une. Alors il y en avait qui avaient bien compris, mais d'autres non, donc ça valait la peine de le repréciser. Bon, on finit. Donc là, on en était à ce qu'est la définition des hypertrophies auriculaires. Donc je vous avais dit, ça dure 10 centièmes de seconde, une onde P normale. Et puis quand vous avez une hypertrophie auriculaire droite, elle est plus ample. Et quand vous avez une hypertrophie auriculaire gauche, elle est plus longue. Éventuellement avec cet aspect comme ça de double bosse, où on identifie bien l'oreillette droite d'abord, puis l'oreillette gauche ensuite. Alors ça, on l'a déjà mis. J'allais dans le mauvais sens. Alors voilà maintenant un exemple de ce que c'est un aspect sur les QRS d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Vous allez avoir en V1 un aspect petit r grand S. Encore une fois, les R c'est positif, ce qui est positif c'est ce que voit l'électrode. Les négatifs c'est les S, c'est ce qui est à distance de l'électrode. Donc là, comme c'est une hypertrophie ventriculaire gauche, vous avez peu de positivité, beaucoup de négativité. À l'inverse, quand vous êtes en V5, V6, hein, vous vous souvenez du schéma où il y avait le thorax en couple, là, vous allez avoir des ondes très amples, ici et ici, une onde R très ample. Si vous calculez l'indice de Sokolov dont je vous ai parlé, le SV1 plus le RV5, ça va être très long. Hein. Grande amplitude de l'onde S en V1, grande amplitude de l'onde R en V5. Ici, ça rajoute juste un petit élément supplémentaire, c'est qu'on distingue, ça va pas avoir de l'intérêt dans certaines pathologies, ce qu'on appelle dans les hypertrophies ventriculaires gauches les surcharges diastoliques des surcharges systoliques. Et la différence, vous la voyez si vous regardez attentivement, la surcharge systolique est une onde T négative. C'est ce qu'on voit par exemple dans les rétrécissements aortiques très serrés. Donc hypertrophie ventriculaire gauche avec surcharge systolique, ici avec surcharge diastolique, c'est plutôt ce qu'on verrait dans une insuffisance aortique par exemple. Maintenant, une hypertrophie ventriculaire droite. Je vous ai dit, il n'y a rien de très net
à l'hypertrophie ventriculaire droite, il y a un axe droit. L'axe droit, par exemple, vous le voyez ici sur le D1. Normalement, un D1, c'est positif. Si là, le D1 est comme ça, c'est-à-dire il est à peu près nul, hein, c'est que vous êtes en fait, si c'est nul, c'est la verticale, c'est 90 degrés. Si on regarde les D2, D3, vous allez voir que c'est même un petit peu plus loin de 90 degrés. Une hypertrophie ventriculaire droite, ça va se traduire par une grande onde d'air en V1, hein, puisque là, vous êtes avec vos électrodes V1 à droite, hein, partie droite du sternum, ici. Donc, grande onde d'air en V1, et à l'inverse, en V6, où habituellement c'est positif, là, c'est intermédiaire entre du plus et du moins. Maintenant, je vous ai parlé, donc là, on en arrête avec les hypertrophies. Hein. Je vous ai montré les exemples des hypertrophies auriculaires, des hypertrophies ventriculaires. On passe à ce qu'était le deuxième chapitre, les lésions, ischémie, nécrose, etc. Donc, je vous ai dit qu'il peut y avoir des sus ou des sous-décalages de ST. Donc, vous voyez ici, P, petit q, grand R, petit s, et normalement, le ST sur les électrodes que je vous ai montré au départ, il doit être ici, sur la ligne isoélectrique. Là, vous voyez, il est en dessous, il est en dessous. Donc, il est sous-décalé. Et ce sous-décalage de ST, il a une particularité, comme on dit, c'est qu'il est rectiligne. Vous voyez que cet espace, cet intervalle, le tracé est vraiment tout à fait horizontal. Ça, c'est très pathologique, ça signe un problème coronaire, alors que de temps en temps, on a des sous-décalages où ça prendrait comme ça le trajet de ma flèche. C'est ascendant, ça, ils sont moins embêtants. Mais quand c'est vraiment comme ça, sous-décalage rectiligne, ça traduit un problème coronaire et c'est ce qu'on appelle une lésion sous-endocardique. Alors ici, un exemple aussi intéressant de l'évolution des signes électriques au stade aigu de l'infarctus du myocarde, du 1er au 8e jour, je dirais, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne fait pas ce qu'on essaye de faire le plus souvent possible maintenant, qui est une thrombolyse, hein, c'est-à-dire de prendre les gens le plus vite possible dans les camions des SAMU et de leur injecter un médicament qui va être capable de dissoudre le caillot pour éviter cette évolution-là. En général, ça commence comme ça, avec un énorme courant de lésions. Je vous ai montré le précédent, c'était lésion sous-endocardique, c'était sous-décalé. Celui-là, c'est l'inverse. C'est une lésion sous-épicardique, c'est sus-décalé. C'est énormément sus-décalé. Ça porte même un nom, ça s'appelle l'onde de Pardy, PRD2E, du nom de celui qui l'avait décrit au départ. Ça, c'est un infarctus en voie de constitution. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Ben, il se passe la chose suivante. Il y a une onde Q qui va se creuser. Alors, vous voyez, au départ, elle était toute petite. Donc, elle est ample, elle va être plus large. Elle fait plus de 4 centièmes de seconde. Il y a encore un courant de lésion, vous voyez, c'est encore sus-décalé, mais c'est moins marqué. Et puis on arrive après à ça, avec l'onde Q qui reste, qui est définitif, et puis souvent cet aspect d'onde T négatif marqué. Donc ça, c'est l'évolution de l'aspect électrocardiographique de l'infarctus. Ça, c'est une péricardite. Péricardite, souvent on a ça. Ça commence par un sus-décalage de ST. Donc vous voyez, ce que je vous montre là, c'est pas très différent du précédent. Et de temps en temps, ça nous pose des problèmes diagnostiques, parce que les gens arrivent avec la douleur, ils ont le sus-décalage. Est-ce que c'est un infarctus? Est-ce que c'est une péricardite? C'est pas la même chose, hein. C'est pas le même pronostic et c'est pas le même traitement. Donc, bien entendu, si on a un doute, on ira faire une coronarographie pour regarder les coronaires. Mais de temps en temps, ça peut prêter à confusion. Le point important, sur le plan d'électrocardiographie, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est que l'infarctus, ça va être localisé dans un territoire, parce que c'est une artère qui se bouche, donc c'est juste en dessous que ça va se nécroser, alors que la péricardite, c'est partout, puisque le péricarde, il enveloppe tout le cœur. Et habituellement, l'évolution des péricardites, c'est ça. C'est d'abord un sus-décalage que vous voyez là, et puis après ça rentre dans l'ordre, et c'est l'onde T négative qui apparaît après, et de façon diffuse.
Alors maintenant, quelques mots sur ce qu'on appelle les blocs de branche. Si vous retenez pas tout ça, ce qui est important, c'est que vous ayez une idée des noms, hein, et puis de la potentialité de l'électrocardiogramme, qui est quand même quelque chose de fabuleux. Et même si c'est ancien, ça reste encore assez magique, l'électrocardiogramme. Bloc de branche gauche, c'est ça. En D1, VL, V6, surtout V6, hein, qui est la dérivation qui est devant le ventricule gauche, on a ça, qui est l'aspect d'onde R exclusive. Je vous en ai montré tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de Q, il n'y a pas de S, il n'y a que du R. Onde R exclusive, avec un QRS qui est élargi, qui fait plus des 12 centièmes, ça traduit un bloc de branche gauche. À l'inverse, quand vous allez voir dans les précordiales droites, hein, précordiale droite c'est V1, V2, précordiale gauche c'est V5, V6, et ben vous avez une grande onde S. Hein, c'est ce qu'on appelle l'image en miroir. Et la grande onde S, souvent avec une onde R toute petite, et de temps en temps complètement rabotée, tellement rabotée que ça peut prêter à confusion avec un infarctus. Et on peut très bien avoir un aspect d'infarctus avec un bloc de branche gauche, donc là aussi ça demande à être interprété, raisonné, voilà. Mais même les machines maintenant arrivent à le faire, hein, parce qu'on peut leur apprendre. Donc les commentaires automatiques des électros par les machines, ils sont pas mal la plupart du temps. Alors ça c'est plus un dessin, c'est un vrai tracé. C'est un bloc de branche gauche énorme, vous voyez. Donc vous retenez, vous revoyez D1, D2, D3, RLF, V1, V2, V3, 4, 5, 6. Et là, en V5, V6, on voit, on a cet aspect d'onde R exclusive avec une onde T négative, ce qui va souvent avec. Et puis à l'inverse, en V1, vous voyez, vous avez cet aspect-là qui est quasiment QS. Mais ça, c'est pas un infarctus, c'est uniquement dû au bloc de branche gauche. Maintenant, les blocs de branche droit. Bloc de branche droit, pour faire le diagnostic, c'est simple, c'est ça. Et vous verrez après, quand je vous ferai les cours sur les troubles de conduction, là, des cas cliniques, en général, vous le reconnaissez bien. C'est cet aspect-là, qui est caractéristique, qui s'appelle l'aspect RSR'. C'est en V1, hein, encore une fois, V1, ça explore le cœur droit, donc la branche droite. Et en V1, on a cet aspect-là, petit r, grand S, R'. Diagnostic du bloc de branche droit. J'en ai un ici sur le tracé, où vous voyez le V1, il est là, il y a l'onde P, pardon, petit r, toute petite, S et grand R'. C'est la même chose. Normalement, il n'y a pas à avoir 3 ondes en V1. S'il y a 3 ondes comme ça, RSR', c'est que c'est un bloc de branche droit. Alors un mot maintenant sur un syndrome bien particulier qui s'appelle le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Vous en entendrez peut-être parler. Wolff, il y a 2 F d'ailleurs. Ces 3 messieurs, dans les années 1950, hein, c'est pas très vieux, enfin si, c'est peut-être trouver ça vieux, moins, disons après la guerre, qui ont décrit ce syndrome qui est très particulier. Wolff-Parkinson-White, c'est quoi? C'est la présence d'un faisceau anormal qui va faire un court-circuit dans les voies de conduction. Je vous ai dit, à la normale, c'est le nœud sinusal, on le retrouve, il est là, ça envahit l'oreillette, le nœud auriculo-ventriculaire, les branches, etc. De temps en temps, il y a un faisceau anormal qu'on appelle le faisceau de Kent, qui va faire un court-circuit entre oreillette et ventricule. Et quand on voit l'électrocardiogramme de ces gens-là, il est très particulier. Il est comme ça. L'onde P, elle est normale. Et puis, il y a ce qu'on appelle ici une onde delta. Et après, vous avez le QRS. Et il en résulte que l'espace PR est très court, puisque ça ne prend pas toutes les voies normales, que ça fait le court-circuit. Et que l'activation va très vite dans ce faisceau anormal et donne cet aspect d'onde delta. Alors, c'est pas uniquement pour le plaisir de les voir, hein, c'est que ça peut être dangereux. C'est assez fréquent, il y a pas mal de gens comme ça. La plupart du temps, c'est bénin, mais il y en a quelques-uns qui sont très méchants, et on a même décrit des morts subites avec ça, puisque le gros risque, c'est que s'il y a un trouble du rythme auriculaire avec une oreillette qui se met à battre très vite, normalement, quand ça arrive, il y a le nœud auriculo-ventriculaire qui va freiner pour empêcher que ça soit trop rapide. Mais là, ce faisceau de Kent, il n'y a rien qui freine. Donc de temps en temps, les troubles du rythme de l'oreillette sont transmis quasiment directement au ventricule. Et c'est là que ça peut donner lieu à des pépins.
Alors ça, c'est un électrocardiogramme d'un patient qui a un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Si vous regardez bien, même si c'est pas très amplifié, on va voir par exemple le D1 en haut là. Vous voyez l'onde P, la toute petite onde P. Et bien immédiatement après, il n'y a pas d'espace horizontal entre P et QRS. Hop, ça monte tout de suite. C'est l'onde delta. On la voit pas mal ici aussi, hein, en V5, V6. Et l'onde P, la petite là, et hop, juste derrière, ça monte parce qu'il a un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Alors, pour finir, on va passer à des choses qui sont plus parlantes en plus, qui sont les troubles du rythme. Hein, troubles du rythme et de la conduction. Et ça, c'est aussi un des triomphes de l'électrocardiogramme. Quand on les analyse bien, on voit tout à fait ce qui se passe. Donc là, je vais vous parler, vous montrer des exemples de blocs auriculo-ventriculaires. Bloc auriculo-ventriculaire, c'est quoi? C'est des anomalies qui se passent dans la conduction de l'activité électrique entre les oreillettes et les ventricules. Et ça peut être dangereux parce que si ça passe plus du tout entre les oreillettes et les ventricules, vous imaginez qu'il peut y avoir pépin. Alors ça, c'est tout bêtement ce qu'on appelle le bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Et on le diagnostique de la façon suivante. Donc ça, c'est un D1. Vous voyez, il y a plusieurs complexes de suite. Ça, c'est un D2, un D3. Il y a au passage un axe gauche, mais c'est pas seulement ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, le P, il est là, le QRS est là, et il y a une distance très importante entre le P et le QRS. Donc ça, c'est un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, et ça se manifeste par un allongement de PR. Hein, deux grands carreaux, les petits carreaux, ça fait 4, donc 4, 8, 12, 16, 20. Déjà un comme ça fait 20, 24, 28, 32. Hein, je vous ai dit, la normale, c'est 12 à 21, donc là, il est largement trop long. Hein, et tout cet espace qu'on voit bien là, entre le P et le QRS, ça traduit ce bloc auriculo-ventriculaire. Donc ça, c'est la forme la plus simple, c'est bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Alors après, on complique un petit peu, et on vous montre ici un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré. Alors vous allez voir, bon, ça devient plus sioux, mais c'est quand même visuel et visible. Si, ça se voit bien. Alors vous voyez, c'est un enregistrement sur quelques secondes. Hein, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 battements. Et vous allez, si vous regardez bien, on va prendre le D2 par exemple. On voit bien. Vous voyez sur le D2, j'essaye de positionner ma flèche, voilà. Ça c'est une onde P. Vous la voyez? En haut à gauche, tout en haut. Donc vous avez P, pourquoi il faut le camp même? Voilà. P, QRS qui est ici manifesté par petit r grand S et l'onde T. P, QRS, T. P, et après qu'est-ce qui se passe? Ouais. Non, il n'y a pas un long PR. Il y a une onde P et pas de QRS derrière. Hein? Je reprends. P, QRS, T. P, QRS, T. P. Et là, il y a de nouveau une onde P. Donc en fait, il y a une onde P bloquée. Hein? Et si vous regardez bien, vous voyez que l'espace PR, il s'allonge. Voilà le premier. Voilà le deuxième. Et hop, il s'allonge. Et si on continue, la séquence, elle est toujours la même. PR, PR un peu plus long, P bloqué. PR, PR un peu plus long, P bloqué. Voilà, donc ça, c'est un bloc du deuxième degré. On appelle bloc de Luciani-Venkeback, mais on vous passera ces détails-là. Ça, c'est un autre bloc du deuxième degré, mais qui est un peu différent. Alors d'abord, l'aspect du QRS en V1, on peut le décrire comme R, S, R'. Donc déjà, on sait qu'il y a un bloc de branche droit. Il y a la branche droite qui ne marche pas bien. Et puis, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir aussi une onde P bloquée. Vous voyez, c'est la 1, 2, 3, la quatrième onde P qui est bloquée. Une onde P, un QRS, une onde P, un QRS, une onde P, un QRS, une onde P bloquée. Vous allez me dire, c'est pareil que ce que vous nous avez montré avant. Pas exactement. La différence, c'est que là, le PR ne s'allonge pas. Vous voyez, PR est comme ça. Là, il est identique. Là, il est identique. Et boum, ça bloque.
Donc c'est un autre type de bloc du deuxième degré qu'on appelle Mobitz 2, mais retenez pas ça, mais pour vous montrer qu'on arrive, en regardant bien, à analyser précisément toutes ces différences. Ça, c'est quoi? C'est plus embêtant, oui. On est bien d'accord. Eh ben, c'est un bloc auriculo-ventriculaire du troisième degré, parce que vous voyez, il y a pas mal d'ondes P, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis il y a des QRS un peu, pas souvent, quoi. Donc là, ça va vous faire un rythme cardiaque, ça, qui va battre de l'ordre de 20 à 25, tout cassé, hein. Donc ça, quand ça en arrive là, bah, vous imaginez que ça peut donner au moins des syncopes, quoi. Hein, et des syncopes qui peuvent être traumatisantes. Et ce genre de troubles, les blocs auriculo-ventriculaires, bah, le meilleur traitement, ça va être quoi, à votre avis? Ouais, j'ai entendu, bah, un pacemaker. Ouais, hein. Le pacemaker, le patient aura une sonde dans le ventricule, et si ça bloque comme ça entre ses oreillettes et ses ventricules, bah, c'est le pacemaker qui prend le relais. Hein, ce qu'on appelle le pacemaker sentinelle, mais actuellement, ils sont tous sentinelles. Alors on continue encore avant de finir, là, il n'y en a plus pour longtemps, avec quelques autres horreurs. Alors ça, c'est autre chose. C'est un trouble du rythme très fréquent. Chut, on a presque fini. C'est un trouble du rythme très fréquent que vous faites, que vous avez. Pas mal d'entre vous. Alors, si on interprète, qu'est-ce qu'on voit? Je vous ai pas mis les dérivations là, mais peu importe. Ça ressemble à un D1, je dirais un D3, VF, peut-être un V1. Enfin bon, peu importe. On ne regarde pas l'axe, on regarde le rythme. Hein. Tout ça, c'est des exemples d'analyse de l'électrocardiogramme, mais pas pour diagnostiquer des hypertrophies, des nécroses, etc., mais pour regarder les troubles du rythme. Et ça a une notion, bien entendu, évolutive, et il faut de temps en temps des longs tracés pour voir ce qui se passe. Et au maximum, vous savez, on peut faire des enregistrements sur 24 heures, ce qu'on appelle l'enregistrement Holter, où on donne aux gens une espèce de petit magnétophone qu'ils gardent dans leur poche et qui va enregistrer l'électrogramme pendant 24 heures. Après, on récupère les données, en général sur des petites cartes informatiques, et puis on lit l'électrogramme sur les 24 heures. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a un trouble du rythme tout simple, que beaucoup de gens ont, tout le monde en fait, le problème c'est qu'il ne faut pas en faire trop quand même, c'est ce qu'on appelle l'extrasystole. Et là, elle est tout à fait banale, elle est auriculaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une extrasystole? Une extrasystole, vous avez certainement entendu le terme, c'est la présence d'une excitation et donc d'une contraction prématurée du cœur. Et là, vous voyez bien, ça se contracte régulièrement. Allez, on va prendre une grande. Non, le D1, c'est là qu'on voit mieux. Ça, c'est le QRS, donc PQRST, 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 et hop là, vous voyez, il y a une onde P qui arrive plus tôt que prévu. Donc c'est une extrasystole, elle va entraîner un ventricule qui est ici avec son onde P. C'est une extrasystole auriculaire, tout bêtement. Alors, il y a des gens qui ne les ressentent pas du tout, tant mieux pour eux. Il y en a qui les ressentent toutes, on leur fait des holters, ils en ont 15 par 24 heures, ils sont capables de dire exactement à quel moment. Vous savez qu'il y en a qui ont ça quand ils boivent du café, hein. Certains d'entre vous, c'est sûr que c'est comme ça. Et puis le hashish aussi, ça peut un peu favoriser ça. Non, c'est vrai, hein. Si je vous le dis, c'est que... Alors ça, extrasystole auriculaire. Et puis de temps en temps, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs à la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les salves d'extrasystole auriculaire. Vous voyez ici, PQRS, qui est presque une onde d'air exclusive. D'ailleurs, ici, bon, P petit Q, bon, là, on voit pas là, peu importe. Et puis, vous voyez, tac, 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 là, vous allez avoir 3 extrasystoles auriculaires. Des salves. S'il y en a trop, ça peut donner des troubles du rythme plus graves. Les troubles du rythme plus graves, c'est ça. C'est un mot qu'il faut avoir entendu, c'est l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les oreillettes vont plus se contracter régulièrement, mais elles vont faire, vous avez vu ça, vous savez ce que c'est que la jelly là, à l'anglaise? Vous avez déjà vu de la jelly anglaise? Hein? Quand vous mettez ça sur un plat, puis que vous secouez le plat, la jelly, elle fait comme ça, quoi. Bon. Et ben la fibrillation, c'est comme ça. C'est une espèce de trémulation sans contraction. Alors ça peut avoir des conséquences embêtantes, qui est que si ça trémule comme ça sans se contracter, il peut y avoir des caillots qui se font dans l'oreillette.
Si les caillots restent dans l'oreillette, c'est pas grave. Ce qui est plus embêtant, c'est si les caillots ils s'en vont, notamment dans une artère cérébrale. Donc ça, c'est la fibrillation auriculaire ou fibrillation atriale, c'est la même chose, qui peut arriver quand il y a énormément d'extrasystole auriculaire. Ça, c'est un autre trouble du rythme particulier qui s'appelle le flutter auriculaire. Non pas flotteur comme un flotteur, une bouée, mais flutter, F-L-U-T-E-R. Flutter, c'est un terme anglais qui veut dire un peu faceillé, hein, donc c'est un peu pareil. Donc c'est un trouble du rythme qui est assez proche de la fibrillation, mais qui est un peu plus organisé. La fibrillation, la précédente, je vous avais montré, il n'y a plus d'onde P, il y a une espèce de trémulation de la ligne de base à la place, et les ventriculogrammes sont complètement irréguliers, comme marqué ici. Vous voyez, cet espace-là est plus court que celui-là, et puis là, hop, ça va très vite, puis ça ralentit, etc. Dans le flutter qui est ici, c'est plus régulier, mais les ondes F sont remplacées par cette espèce d'aspect-là, que je figure avec ma flèche en D3, qui est un espèce de tracé, on le compare à des mailles, si vous voulez, des grosses mailles, ou on a dit des toits d'usine, mais enfin ça c'est pas très beau. Maintenant, une autre extrasystole, qui celle-là, comme vous le voyez, a un QRS large, là c'est une extrasystole ventriculaire. PQRST, l'onde T négative, PQRST, et hop là, ce gros complexe extrasystole ventriculaire. C'est bientôt fini, vous allez voir. Je vais vous montrer des choses de pire en pire, puis ça va se finir très très mal. Mais c'est de plus en plus grave, donc ça prouve qu'on est près de la fin. Voilà, ici c'est des extrasystoles ventriculaires aussi, mais en salve. Vous voyez, PQRS, une onde T négative, PQRST, PQRST, et là, boum, démarre des extrasystoles ventriculaires, il y en a 3. Et là, on voit que c'est dangereux parce que quand ces extrasystoles tombent près du sommet de l'onde T, ça peut déclencher des troubles du rythme ventriculaire graves. Vous allez en voir après. Ça, c'est pour connaître le mot, c'est ce qu'on appelle du bigéminisme. Bigéminisme, B-I-G-M-I-N-I-S-M-E, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un complexe sur deux est une extrasystole. Si vous regardez bien, vous voyez ici en D2, P, QRST, boum, une extrasystole. P, QRST, boum, une extrasystole. Autrement dit, chaque fois qu'il y a un complexe normal, il y a une extrasystole. En général, c'est gênant, hein, ça donne des palpitations, ce genre de choses. Alors, de pire en pire. Ça, bah, c'est marqué en anglais en plus. Ça, c'est une tachycardie ventriculaire. Hein, c'est-à-dire que c'est un rythme, au lieu de naître normalement le nœud sinusal, le nœud auriculoventriculaire, les branches, etc., c'est un rythme qui naît des ventricules et qui est souvent très mal toléré sur le plan hémodynamique, qui peut être très rapide. Hein, celle-là, voilà, vous voyez, elle est de l'ordre de pas loin du 180-200 par minute. Hein. Donc ça, c'est tachycardie ventriculaire. Et puis, de temps en temps, la tachycardie ventriculaire, elle a un aspect particulier qui est celui-là. C'est l'avant-dernière diapo, vous êtes au bout, là. Qui s'appelle les torsades de pointe. Alors, c'est un mot intéressant qui a été proposé il y a une vingtaine d'années en France, qui a été gardé dans la littérature, y compris anglo-saxonne. Hein, les Américains appellent ça la torsade de pointe. Ces torsades de pointe, c'est pas la pointe du cœur qui se tord, hein, c'est la pointe du QRS. Si vous regardez bien, là on va prendre ici le V2, vous avez un QRS comme ça qui a la pointe en bas, et puis après hop, il se met à voir la pointe en haut, et puis de nouveau la pointe en bas et la pointe en haut, et ça fait des espèces de fuseaux comme ça. C'est une forme particulière de torsade de pointe, ça peut s'arrêter si on met un violent coup de poing sur le thorax, hein, mais souvent ça s'arrête comme ça, mais ça peut repartir après. Et ça peut arriver à donner ça. C'est-à-dire la torsade, elle va dégénérer, comme on dit. Dans ce trouble du rythme-là, là, faut pas rire, hein, parce que c'est grave. Hein. Non, non, je suis sérieux. Qui termine avec ce trouble du rythme grave-là, qui est quoi? Ça vous dit rien? Eh bien, qui est une fibrillation ventriculaire. Hein. Et ça, la fibrillation ventriculaire, ça donne quoi? Un arrêt cardiaque, une mort subite. Hein. Et vous savez que si
vous faites pas quelque chose dans les 4-5 minutes, vous avez des lésions cérébrales irréversibles. Et pour sauver la situation, il n'y en a pas 40, c'est un massage cardiaque, même sans bouche à bouche, vous savez qu'on en revient. Ce qui est important, c'est le massage cardiaque pour continuer à envoyer un peu de sang dans le cerveau. Le temps qu'arrive, un défibrillateur, que puissent avoir les pompiers ou qui se trouvent si vous êtes dans un stade, dans certains endroits. Vous savez qu'on essaye d'en mettre de plus en plus actuellement, parce que ça, c'est un trouble du rythme qui ne s'arrête pas tout seul. La seule façon de l'arrêter, c'est un choc de défibrillation. Voilà, et alors pour finir, pour détendre, mais vous êtes déjà trop détendu parce que j'ai du mal à parler, regardez, je vais vous montrer quelque chose de rigolo sur le rythme cardiaque, qui est quelque chose d'assez fabuleux quand même. Regardez bien, ça c'est paru dans je ne sais pas quel journal, si pour la science, c'est comme ça que ça s'appelle. On m'avait demandé de faire un topo là-dessus, grand public donc, sur le rythme cardiaque, qui est quelque chose de fabuleux et de passionnant. Et regardez, c'est tout à fait vrai. Il y a une corrélation parfaite entre la fréquence des battements et l'espérance de vie des animaux. Je m'explique, une souris, ça bat à 600 par minute, à peu près, 500, et ça va vivre à tout casser 10 ans. Après, vous avez le gros rat, là, c'est un peu moins rapide, 300, presque 20 ans. Le chat, le chien, même la girafe, le lion, le cheval. Le cheval, ça bat pas très rapide. Le cheval, ça bat à 50 et ça va vivre à peu près 30 ans. L'éléphant, la baleine, ça bat à 20 par minute. Ça vit 40 ans. Et puis l'homme, il est là. Voilà. Vous êtes d'accord? L'homme, il bat à 80 par minute et il va vivre 80 ans. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a un cœur et un rythme sinusal et tout ce qu'on veut qui est différent des autres? Ah, c'est ça la question. Ben non, probablement pas. Donc ça veut dire qu'il faut se méfier des conclusions hâtives. Vous apprendrez ça dans les commentaires d'articles et des choses comme ça. Là, c'est pas que l'homme, il a un tissu conducteur et une fonction cardiaque différente, vous savez bien. C'est qu'il a un cerveau qui n'est pas le même que les autres qu'on vient de mettre sur la liste et qu'au fur et à mesure des années, il a réussi à se protéger des très gros comme les éléphants et les dinosaures et puis des très petits comme les virus et les bactéries. Pas tous, malheureusement. Et finalement,